Caramel. 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 Ainsi donc, à l'instar de l'américain ExxonMobil, du britannique BP ou du hollandais Shell, les entreprises françaises Total et Elf, qui en 1999 ont fusionné leurs activités pour devenir Total Energy, avaient été averties dès 1971 de la possibilité d'un changement climatique catastrophique dû à leurs produits. C'est du moins les conclusions d'une enquête solide effectuée par 3 chercheurs français, Christophe Bonneuil du CNRS, Pierre-Louis Choquet, sociologue à Sciences Po, et Benjamin Franta, chercheur en histoire à l'université américaine de Stanford, enquête publiée dans la revue scientifique Global Environment Changes. En exhumant un article d'un numéro du magazine de communication interne de Total, le magazine s'appelait Total Information et le numéro exhumé avait été publié en 1971, on peut lire dans un article intitulé Pollution atmosphérique et climat que cette information avait donc été donnée aux dirigeants de Elf et de Total, et ces 3 chercheurs, en exhumant cet article, ont lancé une petite bombe. Informés dès le début des années 70 que la combustion d'énergie fossile depuis le 19e siècle conduit, je cite l'article du numéro de Total Information de 71, à la libération d'énormes quantités de dioxyde de carbone et, je cite encore, à une hausse assez préoccupante de la concentration de CO2 dans l'atmosphère, cela pouvait entraîner, je cite toujours, des conséquences catastrophiques pour le climat. L'article parlant ensuite de réchauffement climatique, de fonte de la calotte polaire, de hausse du niveau des mers, et qu'ont fait les dirigeants de ces 2 entreprises pétrolières hexagonales en réponse à ces premières alertes scientifiques. Eh bien, simplement, ils ont fabriqué du doute. D'abord, et cela dès le milieu des années 80, en minorant publiquement la notion de dérèglement climatique, puis en niant l'impact des activités humaines sur ce dérèglement à partir des années 1995, parce que là, quand même, on commençait à se dire que dérèglement, il y avait. Mis face à ces accusations graves et bien argumentées, le groupe pétrolier français Total Energy a affirmé que, je cite, la connaissance qu'avait Elf ou Total du risque climatique dans les années 70 n'était en rien différent des connaissances de l'époque, évitant de revenir sur ces campagnes de lobbying successifs qui, depuis le début des années 90, cherchent à dénigrer les différents rapports du GIEC, alerte de spécialistes du climat et autres remontées du terrain sur la réalité de ce changement climatique et de l'implication des activités humaines sur ce dit changement. Tiens, un peu comme l'industrie du tabac a occulté pendant des années les dangers de la cigarette, tout en sachant pertinemment sa nocivité sur l'état sanitaire de la population, ou encore l'industrie des pesticides qui ont fait la même chose face aux dangers sur la santé humaine et sur la biodiversité de leurs produits. Sauf que contrairement à ses homologues étrangers, eux aussi mis au courant de ce danger climatique, les groupes français pétroliers Total et Elf avaient comme actionnaire principal l'État français. État de fait dont ne parle pas cette enquête, mais on peut raisonnablement penser que les gouvernements successifs de l'époque l'étaient eux aussi au courant de ce dérèglement à venir. Elle est pas belle la vie. Depuis mardi et la publication de cette enquête, certains parlementaires parlent de commission d'enquête. Il serait quand même temps. Salut les filles, c'est Joe Kangourou pour un nouvel épisode de Caramel Mousse saison 33
réalisé ce soir encore par Paul Benaïm. Ce soir, eh bien, tiens, il sera encore question de duplicité et de capitalisme avec l'histoire des ouvriers de Job. On en parlera avec François Coulon à l'occasion de la sortie de Job, 7 deniers de l'usine à l'espace citoyen, un ouvrage collectif qu'il a dirigé et qui vient tout juste de sortir. Et puis je recevrai Léonore Arispe et Mathieu Guénez du Quartetto Tafi à quelques jours des 3 concerts au Bijou qu'ils donneront la semaine prochaine. Également avec moi dans ce studio campusien Perrine Crubilé qui assurera tout à l'heure sa première chronique miam miam de la saison. Mais on commence tout de suite et comme d'habitude par la nouveauté de la semaine. Adepte d'un flamenco rigoureux, inventif et sensible et parfois même singulier, Maël Goldwasser s'apprête à sortir son premier album en solo. Il s'appellera De Profundis et sera disponible vendredi prochain sur toutes les plateformes de streaming et en vente sur son site Maël-Goldwasser GOLDWASER.com. Maël Goldwasser qui sera notre invité la semaine prochaine pour parler de son nouvel album dont on écoute tout de suite un extrait. Colombiana, c'est caramel mou et c'est tant mieux.
Qu'est-ce que c'est? Caramel mou. Et ça, qu'est-ce que c'est? Cette voix dont l'accent triomphant perce à travers le grésillement de la radio. C'est Joe Kangourou, pardon. Voilà, vous êtes toujours sur Radio Campus, Caramel Mou, Joe Kangourou au micro et tout de suite avec moi deux musiciens du quartetto Tafi, Éléonore Arispe et puis Mathieu Guénez, c'est comme ça qu'on dit? Mathieu Guénez, ouais, très bien. Mathieu Guénez, donc deux musiciennes de ce quartet qui sévit à Toulouse, j'allais dire depuis facilement 7-8 ans. Léonore. Oui, bonsoir à toutes et à tous. Oui, on existe, on va bientôt fêter nos 10 ans. On se connaît depuis 10 ans, mais notre musique, elle existe depuis 7-8 ans. Ouais. Donc vous êtes plutôt, on va dire, sur de la musique sud-américaine. Léonore est argentine de naissance, si mes renseignements sont bons. Musique sud-américaine, il y a pas de quoi fouetter un chat. Mais par contre, ce qui est plutôt intéressant et singulier dans votre façon d'aborder cette musique, c'est que côté instrumental, on se retrouve avec des instruments hispaniques traditionnels, la guitare, les percussions, mais par contre au milieu de cette formation, un bouzouki, qui là aussi, si mes renseignements sont bons, est plutôt un instrument du bassin méditerranéen et plutôt du bassin oriental méditerranéen. Comment s'est fait cette connexion? C'est avant tout l'histoire d'une raconte et manque de peau, il jouait du bouzouki, il a fallu faire avec, ou vous aviez envie d'amener ces sonorités dans votre musique? C'était alors le bouzouki c'est grec, vraiment c'est ça, la Méditerranée orientale. Et oui, et parce qu'on joue du oud aussi en plus, donc il y a encore des trucs en plus. Mais effectivement non, c'était une volonté de mélanger un peu les styles. On a joué beaucoup de folklore argentin au tout début, et c'est vrai que quand notre musique a un peu évolué comme ça, c'était intéressant de faire de donner la place à ces instruments-là, de plusieurs sonorités, même au niveau des percussions, des percussions qui sont pas forcément faites dans la musique argentine, mais ailleurs en Amérique latine, disons. Comment on fait pour se réunir autour d'un projet comme ça qui est quand même dédié à une tradition sud-américaine et en mélangeant un peu les styles? C'est quoi le fil conducteur et c'est quoi ce qui va servir de liant, Léonore? Au tout début de notre aventure, c'est vrai qu'on voulait s'approprier le folklore argentin avec ce que nous étions, avec nos instruments, avec notre histoire, notre bagage musical finalement. Et donc on a sorti un premier album. Ensuite, on a eu envie, en se connaissant bien et mieux tous les quatre, de commencer à composer, à écrire. Et finalement, deuxième album, troisième album, là on en sort le quatrième, fait entièrement de composition. Finalement, on s'est dit, on va laisser un petit peu de côté ce style qui est toujours en nous, qui fait partie de notre bagage émotionnel et artistique, mais on va essayer maintenant de trouver un son qui nous appartient et qui évolue toujours en fait. Et le fil conducteur, pour répondre à ta question, moi je suis la chanteuse, comme tu dis je suis argentine, donc ce sont des chansons, on a inventé un style qui est propre au Quartetto Tafi et je chante en espagnol, et j'écris en espagnol, donc le fil conducteur c'est l'Amérique latine. Voilà. On va dire. Et c'est plus la langue que la musique. Non, ce qui va marquer les origines sud-américaines, c'est plus la langue que la musique. Oui, après c'est aussi au niveau des thématiques et puis du propos artistique que l'on défend. Après, c'est un style qui appartient vraiment au quartetto parce qu'il y a plein d'influences et puis c'est très, ça peut être très musical, mais ça peut être très émotionnel aussi, ça peut être très très profond et très festif. Mais c'est vrai que les textes que j'écris parlent souvent de l'Amérique latine, parce que c'est un continent qui m'accompagne et qui m'a beaucoup accompagnée. Mais après, voilà, on a sorti un titre avec l'immense Leila Marcial que l'on va écouter tout à l'heure. Qu'on va écouter dans 3 minutes, même voilà, ce morceau, l'inspiration de morceau, ça a été l'assassinat de George Floyd aux États-Unis. Bon, on n'est pas en Amérique latine, mais on est dans quelque chose d'humain, d'extrêmement sensible, donc qui nous a extrêmement bouleversés tous. Et du coup, voilà, on a voulu écrire ce morceau
en s'inspirant de la mort de George Floyd. Ce morceau qui s'appelle Yo Soy El Indigo, et on l'écoute tout de suite et on en reparle juste après, parce que effectivement il y a l'intervention de Leila Martial pendant ce morceau, et puis il y a quand même une idée aussi de lutte sociale qui n'est pas sans nous déplaire de ce côté-ci du micro. Quarteto Tafi, Yo Soy El Indigo. En el cielo se hagan mi andar, me caigo sola de cansancio, en el silencio a mitad de despertar, acaricia la noche mis párpados, juntos en el cielo se hagan mi andar. Sola de cansancio, en el silencio a mitad de despertar. Soy la rama del árbol que no quebraste. Soy la rama del árbol que no quebraste. Soy la rama del árbol que no quebraste. Soy la rama del árbol que no quebraste, porque soy el índigo. Soy el índigo. Della mater baba ni makon mi per fozum ni mama dola le mama ya mama ya ma para bai malele non da in mio ser ma
Voilà, Soy est l'Indigo, morceau du Quartetto Tafi que l'on retrouve sur un 4e album sorti au printemps dernier, Amanecer, chanson qui derrière, dans le texte est quand même un appel aussi à la lutte autour de cette couleur. Qui est pour des tas de peuples en plus la couleur de la révolte, c'est quand même rigolo. Je me disais que dans les années 100 après Jésus-Christ, lorsque les Romains vont envahir la Grande-Bretagne, les seuls peuples qui résistent sont les Pictes, et la couleur des Pictes c'est aussi le bleu, et c'était la couleur des guerriers qui partaient à la guerre, c'était cette couleur bleue. C'est quand même assez étonnant que cette couleur soit pour des tas de peuples la couleur de la lutte. Oui, c'est la couleur de l'encre aussi. Donc c'est ce qui a permis aussi de s'exprimer, de se libérer. Donc oui, c'est une couleur qui traverse, et puis on invite les auditeurs et les auditrices à regarder le joli clip qu'on a fait aussi, parce que réalisé par Cédric Gleyal, qui raconte cette histoire, cette couleur qui traverse les peuples, les temps et les populations pour finalement donner cette force de résistance, et puis cette force pour se relever constamment et lutter contre les oppressions. Et vous disiez tout à l'heure que cette chanson avait été un peu écrite à la suite de la mort de George Floyd. C'est vrai que la violence, c'est aussi un état de fait qui traverse toute l'Amérique latine, et notamment les violences policières. Ah oui, ça a été. Il y a une forte répression il y a 2 ans. Là, on fête le levantamiento, le soulèvement du peuple chilien, qui ont été aussi réprimés extrêmement. Ensuite, en ce moment en Colombie, ça tire à balles réelles dans les manifs. Donc oui, la violence, c'est quelque chose que l'Amérique latine a vécu de la naissance de ce continent jusqu'à la fin. C'est quelque chose qui traverse les peuples d'Amérique latine. Ouais. Et qui fait partie de la culture de l'Amérique latine depuis l'invasion des premiers navigateurs espagnols. Oui, après, c'est cette violence aussi c'est les deux côtés finalement aussi, qui mènent aussi des choses extrêmement belles aussi, des peuples qui savent dire non quand une injustice apparaît. C'est aussi un continent qui sait se révolter, qui sait s'organiser. Tu vois, là en Argentine, les femmes, elles viennent d'obtenir le droit à l'avortement légal et gratuit. C'est 45 ans de lutte, tu vois, de femmes qui étaient dans la rue constamment, qui se sont organisées, qui se sont syndicalisées. Et toutes ces choses que l'Amérique latine a vécues, parce qu'il y a eu les dictatures, tu vois, il y a eu les coups d'État, il y a eu les tortures. Ça a permis aussi de faire naître une force énorme en fait chez les Latino-Américains. Et cette force que vous essayez d'inscrire dans vos textes ? Oui, parce que je suis convaincue que l'art n'est pas un divertissement. C'est pas juste on va s'évader. Je respecte bien sûr les musiques pour s'évader, mais j'ai l'impression, sans avoir un rôle messianique dans l'intérieur de moi, mais bon, un peu, je me dis qu'on a ce rôle en tant qu'artiste on a la chance de faire ce métier qui est quand même incroyable, de monter sur scène, de faire notre chanson, d'écrire, de chanter, de jouer, de faire la musique, c'est quand même extraordinaire. Et cette chance, il faut en profiter pour justement essayer de donner à chaque fois des informations pour que le monde soit un peu meilleur, quoi. Avec Amanecer, Mathieu Guénez, l'idée c'était de conforter le son du Quartetto Tafi, de l'inscrire définitivement sur un petit bout de plastique. Oui, en fait, l'album d'avant, on avait sorti Semilla juste avant, qui était un album que de composition. Et on était parti là-dessus et on a voulu un peu sur celui-ci, Amanecer, donc en plus tu as écouté, tu sens que le son est un peu plus moderne. On a travaillé avec un beatmaker, Deep Kellins. Donc il y a des petits, et Ghislain Rivera, donc il y a des petits côtés un peu hip-hop, un peu électro.
Donc voilà, c'est le son vers lequel on a voulu aller, vers lequel on va d'ailleurs en live et tout ça. On joue de plus en plus comme ça. Voilà. Avec également plein d'invités, on y retrouve Amestoy à l'accordéon, on y retrouve Serge Lopez à la guitare. Ouais. C'est vrai que là, vous vous êtes aussi autorisé des rencontres que vous ne vous étiez peut-être pas autorisé jusque-là. Oui, c'est vrai. En plus des rencontres qui nous ont vraiment bouleversés parce qu'on a eu donc Leila Martial, Serge Lopez, Jean-Luc Amestoy, Mathieu Saglio, Ghislain Rivera et Deep Kellins. C'est quand même des personnes tellement chouettes, des artistes tellement énormes et avec une générosité, puis une humilité qui nous a tellement touchés. Et puis on s'est dit, comme tu dis, on va changer un peu le son et puis on va se réunir, on va se faire plaisir un peu. On va se faire plaisir et puis on avait envie de partager notre musique autrement. Donc ces artistes, ces amis ont joué le jeu et c'est super chouette pour nous. Une sortie d'album qui l'an dernier a été un peu perturbée par un confinement. Vous faites partie, avec plein d'autres groupes toulousains, de ces albums sinistrés par le Covid-19. Une des conséquences, c'est que les différentes célébrations fêtes qui devaient marquer la sortie de cet album ont été annulées, notamment, si je me souviens bien, des choses qui devaient se passer au Métronome. Depuis, vous avez repris la scène, dans quelles conditions ? Alors, écoute, l'été a été assez bouleversé avec cette histoire de pass sanitaire. Du coup, on a eu une belle saison, on a bien joué, on a eu des chouettes concerts, des chouettes festivals. Mais c'est vrai que à partir du moment où le pass sanitaire est sorti, on a senti une fréquentation moindre. Les festivals étaient quasi vides. Donc voilà, on a un peu pris ça en pleine figure. Mais puis on n'est pas à plaindre parce que les pires, ça a été les associations, les organisateurs de festivals qui ont vu personne boire des coups ou venir au festival. Voilà, donc ça a été ça qui a été un peu bouleversé. Après, voilà, petit à petit, tout commence à rentrer dans l'ordre. Et ce qui est super chouette, c'est que les gens ils commencent à enlever les masques en concert. Et là, c'est trop chouette de pouvoir voir enfin des sourires et puis pas que des yeux qui se lèvent, mais vraiment des beaux sourires. Et voilà, ça c'est bien de retrouver le public plein comme ça. Et donc le public que vous retrouverez la semaine prochaine, mercredi, jeudi, vendredi, 3 soirs de concert au Bijou. On peut s'attendre à quoi sur scène, vous quatre, ça c'est sûr, vous n'êtes pas quartetto pour des prunes, mais des invités, puisque vous êtes aussi à Toulouse, donc il y a plein de musiciens qui ont joué sur votre album qui sont aussi pas très loin. On peut s'attendre à les voir débouler sur scène avec vous ? Les invités, on va les inviter prochainement. Prochainement. Pas tout de suite. C'est prévu que pendant l'année, il y a quelques concerts qui vont se distiller un peu sur Toulouse. Et c'est prévu que nos invités nous accompagnent. Pour le Bijou, on avait aussi envie de retrouver tous les quatre notre public sur Toulouse. Et du coup, on s'est dit, pour cette fois-ci, on va le défendre un peu tous les quatre à Manesser. Une salle, le Bijou, qui vous a invité souvent à venir jouer. Chaque sortie d'album. Avenue de Muret, oui. Ouais. Ça fait partie des structures à Toulouse qui vous ont soutenu. Je pense aussi un peu à la salle Nougaro, où vous avez aussi, à vos débuts, joué, peut-être même fait des résidences, si je me souviens bien. Oui, tu as raison. Mais le Bijou, ça fait partie aussi des structures qui vous soutiennent à Toulouse ? Ouais. Le Bijou, comme disait Mateito, à chaque sortie d'album, il nous invite. On a le bonheur de jouer 3 soirs d'affilée, donc c'est vraiment super chouette. Et puis, oui, ce sont des salles aussi qui soutiennent les artistes locaux, qui les suivent, qui les accompagnent, qui mettent en place tous des dispositifs d'accompagnement artistique superbes. Donc oui, on remercie beaucoup le Bijou, Pascal, Emma et toute la clique du Bijou, ouais. La suite, après, pour vous, il y a une tournée qui se profile, qui est lancée, on s'arrête pas. On s'arrête pas, c'est bien. Et puis quand on joue pas, on travaille beaucoup aussi. On travaille beaucoup notre son. On part en résidence. On va commencer les compositions d'un prochain album. Donc toujours en projection, en développement.
on s'arrête vraiment jamais parce que nous sommes nous-mêmes nos propres tourneurs, on est autonomes, libres et du coup on fait tout, nous. Voilà, c'est vrai qu'il n'y a pas de structure qui soutient le quartetto, c'est vous qui réalisez tout. Si je me souviens bien, la production de l'album a nécessité aussi un financement participatif. Oui, toujours. On essaye d'ouvrir le panel financier, communautaire, pour essayer de s'y retrouver à chaque fois. Donc là, la période, elle va se calmer un petit peu là en automne-hiver, mais voilà, on va profiter pour l'hiver est très important pour les artistes pour se retrouver un peu emmitouflés au coin du feu pour, si on a la possibilité, puis composer. Très bien. Eh bien, on vous souhaite un bon hiver. Alors, en attendant, je rappellerai que dans le Quartetto Taffi sera mercredi, jeudi et vendredi prochain au Bijou, en quartet, tous les 4 sur la scène du CAFCONS de l'avenue de Muret. Et le Quartetto Taffi qui est arrivé avec ses instruments, Léonore à la voix et puis Mathieu à la guitare, le temps de nous jouer un morceau pour clôturer cet entretien. Merci en tout cas d'être passé à ce micro ce soir et j'allais dire à la semaine prochaine. Oui, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Alors, deux mots sur le morceau que vous allez jouer. Oui, alors on va pas jouer un morceau du Quartetto Taffi parce que on est 4 et les garçons sont pas là. Oui, citez leur nom. Alors il y a Ludo Bicho qui joue au bouzouki grec et Fred qui est aux percussions et à la programmation. Voilà. Et du coup, comme on s'est retrouvés avec Matteito tous les deux, on a l'habitude, quand on s'est connus tous les deux, on avait l'habitude de jouer beaucoup de folklore. Et c'est comme ça qu'on a invité Ludo et Fred. Et beaucoup de folklore de chez moi, du nord-ouest de l'Argentine. Et on est tombés fous amoureux tous les 4 d'un morceau qui s'appelle Samba de Lozano, que les frères Leguizamón ont écrit et composé. Et c'est un morceau qu'il faut s'imaginer à 3005 d'altitude, dans une plaine dans laquelle il n'y a pas grand-chose qui pousse, dans laquelle on respire très, 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 très peu, parce qu'on est très proche du soleil. Et en étant dans des situations extrêmes, il y a l'amour qui apparaît. Donc c'est Samba de Lozano. Cielo arriba de Jujuy, camino a la puna me voy a cantar. Flores de los tolares, bailan las cholitas el carnaval. Flores de los tolares, bailan las cholitas el carnaval. En los ojos de las llamas se mira solita la luna de sal. Están los remolinos en los arenales de bailar. Y están los remolinos en los arenales de bailar. Ramito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Y atrás se quedó alumbrando tu claridad. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más. Jujeñita, ¿quién te vio? En la puna triste te vuelve a querer.
tu pena se va al aire y en el aire llora tu padecer. Y tu pena se va al aire y en el aire llora tu padecer. Me voy yendo, volveré. Los dólares solos se han vuelto a quedar y me quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Me quemarán tus ojos, samba enamorada del carnaval. Llamito de albahaca, niña Yolanda, ¿dónde andarás? Y atrás se quedó alumbrando tu claridad. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más. Vuelvo a las abajeñas, ya mi caballito no puede más. La mer est dangereuse, même s'il n'y a pas d'eau dedans. Quand on creuse dans la baie du Mont-Saint-Michel, on trouve plein de chapeaux de boy scout. Où avez-vous appris à dire autant de conneries? Caramel. Voilà, donc on vient d'écouter deux membres du Quartetto Taffi. C'est une reconstitution presque de ligue dissoute, puisque au début du Quartetto Taffi, il y a d'abord eu un duo, et c'est ce duo qui vient donc de nous interpréter cette chanson argentine. Rappelons simplement que le Quartetto Taffi sera au Bijou mercredi, jeudi et vendredi prochain. Concert chaudement recommandé par la maison. Et puis le temps qu'elle s'installe et qu'elle distribue ses loukoums qu'elle nous a amenés pour finir cette après-midi plutôt pluvieuse, Perrine Crubilé est là, ça y est, elle a tapé sur son micro, je l'entends dans mon casque. Bonsoir Perrine. Bonsoir. C'est presque un petit événement, ça fait quoi? Ça fait 9 mois comme vous n'avez pas vu dans ce studio. Plus. Non, vous exagérez. Ouais, quasi. Non, j'étais venue vous parler de loukoum. Et voilà. Et j'ai mon assistante qui est avec moi. Et nous avons une nouvelle chronique miam miam, mais on va peut-être laisser la principale au micro. Perrine, de quoi qu'on parle aujourd'hui? J'ai cru comprendre, en suivant les gazettes, que vous nous amenez un peu à l'extérieur de Toulouse aujourd'hui. Oui, je vais vous raconter 3 petites histoires pour partir de Toulouse et aller goûter ailleurs. Parce qu'en fait, à la base, je voulais vous donner des prétextes pour partir de Toulouse. Mais finalement, je me suis rendu compte que j'avais 3 courtes histoires à vous raconter qui nous amènent ailleurs. Et on va commencer par l'Auberge de la Forge. Là, c'est direction La Valette pour un soir à partir du mercredi. Alors, celui-là, l'Auberge de la Forge, tout le monde en parle en ce moment. Mais c'est vraiment le resto qui fait le buzz. Alors, c'était un lundi 16 mars. C'est le début de la semaine. Une ambiance bizarre plane sur la ville. Vous continuez de passer à côté de l'idée absurde qu'on pourrait nous demander de ne plus bouger, d'arrêter tout. Bon, puis je pense à mercredi soir, à ce restaurant dont tout le petit gratin gourmand parle. L'Auberge de la Forge souffle chaud dans les papilles. Il paraît que le pâté en croûte, il paraît que le gibier, il paraît que les desserts. Bon, il paraît que c'est un jeune couple, Claire Cam et Théo Fernandez, qui après avoir fréquenté l'audace des grands chefs, a eu le courage de se percher à la lisière du Lauragais, à La Valette, à quelques pas de Balma. Mais finalement, c'est un samedi soir de mai 2021. Après avoir bavé devant des petits fours farcis joliment ligotés et délicats desserts sur leur Instagram, que j'ai enfin dégusté leur préparation. Ce fameux pigeon estival, ses légumes croquants, des plats finement assemblés et des desserts astucieux et jolis. On sent que ça rigole pas en cuisine, mais que ça s'amuse bien quand même. Ça valait le coup d'attendre, mais j'en redemande pour épancher toute la frustration accumulée par la faille spatio-temporelle du Covid. Donc je vous le recommande, hein, évidemment. Donc la Forge à La Valette. Ouais, l'Auberge de la Forge. Alors après, on file à côté de Colomiers, des roses et des orties. Voilà, ça c'est pour un déjeuner en week-end ou peut-être un soir pour ne pas voir l'immondice environnement aérospatial qui l'entoure.
Mais pour ma petite histoire, c'est un vendredi soir d'octobre. Il fait particulièrement doux et le soleil vient mourir sur le Capitole. Un enchaînement de cocktails au Bibent à l'heure de l'happy hour. Et je me retrouve à manger un nan fromage rue des Lois. Un vieux réflexe presque nostalgique mais complètement insipide. Samedi midi, un nouveau jour, un nouveau palais, direction des Roses et des Orties, à Colomiers. On n'est pas là pour parler dessert, même si Yannick Delpech en fait son rayon. Je suis là pour sauver la peau du nan. Et bim, un beau nan soufflé est venu sauver l'affaire, rempli d'un jus vert fluo sauvage, servi avec du thon rouge juste cuit. Un magnifique four trône dans ce restaurant, donc on est là pour goûter ce qui en sort, comme un œuf au plat du boucher, comme une coque soufflée au magret de canard mariné, piquillon et gingembre, anchois de Collioure. Puis on est là parce que c'est pas très loin, pas si cher pour une occasion. C'est lumineux, le jardin est beau, rempli de citronniers variés, la carte annonce quelques plaisirs, mais il faudra en rediscuter quand même. Et puis alors là, mon chouchou. Là, mon chouchou ultime, la cranquette. Et hop, un dimanche à la mer. Pour moi, c'est un 27 juin, un dimanche où il fait bon aller à la mer. On saute dans une voiture et on file au plus près, gruissant. 1h30 plus tard, on est à la cranquette. Et alors là, je sais pas si c'est parce que c'est mon anniversaire, parce que je suis exaltée par les premières bulles, l'odeur de l'iode, une précieuse compagnie. Mais ce que je mange, c'est incroyable. Savoureux. Et pour tout vous raconter, je retiens longuement les dernières bouchées de chacun des plats dans ma bouche et je vais même jusqu'à avoir une réminiscence de plaisir gustatif qui remonte à Brun. Oui, mon cher Jo, rien que ça. Michel Brun. C'est ce qui s'est passé dans ma tête à ce moment-là. Mais non, j'étais chez Julien Privat, alors je vais pas avoir le temps de vous parler de l'excellente cuisson des poissons extra frais et de leur sauce assortie, du poulpe à la galicienne, de ces plats inspirés et généreux, du dessert délirant aux 3 chocolats que j'ai mangé, de la carte complètement dingue des vins ultra nature de la région concoctés par sa femme. Je vais juste vous dire d'aller faire un tour à Gruissan Village, d'aller marcher dans la Clappe au milieu des marais, des flamants roses, sur la plage, au chalet, ce que vous voulez, mais surtout aller manger à la cranquette. Voilà, donc la cranquette, dernier souvenir gustatif de Perrine pour ce soir. Dernière adresse qu'elle nous conseille, et celle-là, elle est à Gruissan. Bon, vaut mieux y aller un week-end, quoi. Oui, un week-end, je crois que c'est ouvert à partir du vendredi. Il faut une petite trêve avant Noël, mais voilà, ça vaut le coup, vraiment. Très bien, eh bien, est-ce qu'on peut espérer vous revoir d'ici justement la Noël? Eh ben, allez, je prépare la suite, une autre petite virée en campagne, l'horloge à Auvillard, le Grand Café Occitan à Féline-Minervois et peut-être la Maison Navarre aussi dans le Gers. Ah ben parfait, vous viendrez nous en parler donc d'ici les vacances de Noël. À bientôt, Perrine. Ma princesa te vas allende eu bese così vira lo munde a coffa paspau che tu giunta intorno a chi di Macalu magna che tu faccia un bumume che te cuflore fa la rondo te caldi stacca che tu giù sarà seguire mon amour. Sui pla pru un tros de tu, șos pla pru un tros de eu. Sui pla pru un tros de tu, șos pla pru un tros de eu. A srazu se calpa e mescla. A srazu se calpa e mescla. Sui pla pru un tros de tu, șos pla pru un tros de eu. Sui pla pru un tros de tu, șos pla pru un tros de eu. Ma pulido tu giù te vas frairare che sembra l'aereo dal mondo tu giù te da una
figlie tu giuntevas fretta alla iruncos vivos al munde a co fa paspao che tu ciu sarà segude mon amour. Tros e tu, chas pla pro un tros de eu. Sui pla pro un tros e tu, chas pla pro un tros de eu. As razu, se calpai mescla. As razu, se calpai mescla. Sui pla pro un tros e tu, chas pla pro un tros de eu. Sui pla pro un tros e tu, chas pla pro un tros de eu. 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 Vient de sortir sous la direction de François Coulon un petit ouvrage, Job 7 deniers, de l'usine à l'espace citoyen, sorti de livres qui étaient fêtés il y a une petite quinzaine de jours à l'espace Job, route de Blagnac, inauguration également ce jour-là d'une exposition de photos où l'on retrouve des photos de Jean Dieuzède qui raconte l'histoire donc de Job, de cette usine qui était implantée à Toulouse, dont route de Blagnac, là où maintenant il y a ce centre culturel Espace Job. Et on s'est dit dans Caramel Mou que c'était peut-être l'occasion de revenir sur cette histoire quand même assez singulière et particulière de l'histoire industrielle toulousaine. Il faut se rappeler que Job a été la dernière usine intramuros à Toulouse, usine qui a fermé il y a 20 ans pile, c'était en 2001, d'où la sortie de cet ouvrage, puisque 2001 se double d'une autre date assez symbolique, 2011, l'ouverture de cet espace Job, centre culturel, donc qui se trouve au fond de la route de Blagnac. François Coulon, bonsoir. Bonsoir. Donc je disais que vous aviez dirigé ce livre, un ouvrage collectif qui se donne en une centaine de pages l'objectif de nous raconter ce qu'était l'usine Job, ce qui a été l'histoire des ouvriers dans l'usine Job, et de nous raconter aussi les luttes successives qui ont vu des ouvriers se révolter contre leur direction pour essayer de faire en sorte que l'usine perdure, ce qui n'a pas été le cas, et puis ensuite de faire en sorte que l'usine ne soit pas démolie et soit encore et témoigne encore de cette histoire industrielle toulousaine, ce qui là a été le cas puisque, je le disais, il y a 10 ans, ouvrait dans une partie des anciens bâtiments de cette usine le centre culturel Espace Job. Est-ce que vous pouvez nous rappeler un peu l'aventure déjà de l'entreprise Job que tous les fumeurs connaissent à cause du papier à cigarette, mais il n'y avait pas que ça. Voilà. Donc, juste une précision. Donc, l'ouvrage que vous indiquez, donc c'est une création collective. 9 personnes de notre quartier qui ont travaillé pendant à peu près 5-6 mois pour raconter donc l'histoire de ce site. Une autre précision, c'est que ce projet s'insère en fait dans un double anniversaire organisé donc par le collectif Job, qui est en charge de la gestion de l'espace Job. Ce double anniversaire, c'était les 10 ans donc, d'existence de l'espace culturel, c'était les 20 ans de lutte pour
obtenir le sauvetage de ce bâtiment et la mise en place de cet espace culturel. Et nous, un certain nombre d'habitants du quartier, nous avons souhaité, dans le cadre d'ailleurs de notre association qui est le comité de quartier, on a souhaité raconter l'histoire du site, mais pas simplement s'en tenir à la bataille pour l'espace culturel, mais raconter, comme vous l'avez dit en introduction, l'histoire industrielle du site. En quelques mots, donc c'est une usine qui est créée en 1930. Elle fait partie d'un groupe d'entreprises qui est le groupe Job, un groupe qui est typique du Sud-Ouest, puisqu'il comporte 4 entreprises situées à Perpignan, Pyrénées-Orientales, Saint-Giron, donc l'Ariège, et puis 2 entreprises à Toulouse, ou plus exactement même 3 à une époque. C'est un groupe donc caractéristique du Sud-Ouest, qui donc positionné donc sur le secteur papetier. C'est une entreprise qui au total rassemble à peu près 1000 travailleurs, si on prend en compte les 4 sites. Et pour s'en tenir au site des 7 deniers, donc notre usine Job, ça sera un effectif qui ira jusqu'à 450 salariés au moment où il y a le plus de travail. C'est une entreprise donc qui est connue. Alors, le groupe est connu pour le papier à cigarette, les carnets de papier à cigarette que tous les fumeurs connaissent, les fameuses carnets de papier à cigarette Job. Mais il faut savoir qu'à l'usine des 7 deniers, en fait, on fabrique surtout du papier couché classique, qui est un papier de très très grande qualité. L'histoire en fait de cette entreprise se brise finalement sur la fermeture et la réduction d'activité progressive de l'usine qui va se faire en 3 temps, avec notamment donc une première vague de licenciement en 1986, à l'occasion d'ailleurs de l'entrée de Bolloré dans le capital, enfin même qui prend le contrôle de l'usine à cette époque, puis 95 et 2001 enfin qui voit la fermeture malgré des luttes exceptionnelles des travailleurs de cette entreprise. Donc, avant de revenir sur ces épisodes qui commencent en 86 avec l'arrivée de Vincent Bolloré, le même que celui qui a acheté C8 et qui est en train de déboulonner Paris Match. Comme quoi, ce monsieur a de la suite dans les idées. On va peut-être revenir un peu sur l'usine et puis la façon de concevoir le travail dans cette usine. C'est vrai qu'on assiste là à encore un management très paternaliste. On va simplement se souvenir aussi qu'autour de l'usine des 7 deniers avait été créé un certain nombre d'habitations pour les ouvriers, ce qui permettait de loger les ouvriers sur place, ce qui permettait aussi un certain contrôle social et moral de la population ouvrière travaillant dans l'usine. Mais c'est vrai qu'on avait là un management très familial, vous le rappeliez, c'est une famille, si je me souviens bien, issue qui venait de Perpignan et qui après a développé plusieurs usines en Ariège et à Toulouse, mais c'était une famille de Catalogne qui avait commencé à investir dans cette usine-là, et donc on se retrouve avec un management très familial, avec les fils ou les gendres ou les membres de la famille qui à tour de rôle prennent la direction de l'entreprise. C'est à peu près ça. Alors juste une précision, en fait il y a 2 familles. Vous avez la famille des industriels qui est effectivement des Pyrénées-Orientales, qui sont des Pyrénées et vous avez la famille Pauillac qui sont les commerciaux, eux qui sont toulousains. Et en fait c'est l'alliance en gros de ces 2 familles qui va faire fonctionner le groupe Job. Mais si on se place à Toulouse, en fait c'est la famille Pauillac et les familles alliées, Marsan, et qui vont avoir la direction en fait de l'entreprise ici. Et c'est effectivement des familles qui vont être pendant plusieurs décennies, je dirais, à la tête de ces entreprises, qui vont effectivement avoir une gestion paternaliste, comme vous le disiez, avec des comptes, disons, des salaires, l'existence d'une mutuelle, une pouponnière, un journal d'entreprise qui évoque et soutient une politique de rugby, etc. Donc tous les signes effectivement du paternalisme. Comme vous le dites, effectivement, c'est jamais gratuit cet engagement des patrons pour les ouvriers. Une partie de ces avantages est obtenue aussi à la suite de luttes des ouvriers.
Et effectivement, il y a une rupture très très forte, c'est qu'en 86, donc, Bolloré, qui était déjà actionnaire minoritaire, prend la direction totale de l'entreprise, et là tout change. Voilà. Et c'est vrai que c'est aussi la mort, on assiste à plein d'autres cas similaires en France à ce moment-là, c'est la mort d'une certaine conception du capitalisme, et on passe d'un capitalisme, j'allais dire familial, où les gens amènent leurs capitaux, les ouvriers, leur force de travail, et on fait ce qu'on peut ensemble, un capitalisme nettement plus financier, où là on amène des fonds en espérant que très vite on va pouvoir en retirer un bénéfice énorme, et dans le cas de Vincent Bolloré est quand même assez symptomatique de cet état de fait. Il y avait aussi dans un autre cadre Bernard Tapie, qui dans les années 80 était aussi la grande vedette du capitalisme hexagonal et qui faisait la même chose, racheter des entreprises, les remonter pour pouvoir les revendre en prenant le plus de bénéfices possible. Là on arrive à un capitalisme financier qui va marquer la fin de l'usine, puisqu'à partir de 86, Bolloré la rachète pour finalement la revendre. Il y a Geco qui arrive là, ça se passe en 95, ça se passe plutôt mal, et puis Geco la revend à Scheffelen, qui lui va, donc un industriel papetier allemand, qui lui va carrément la dépecer, la vendre par appartement, comme on dirait dans l'immobilier, et il va y avoir cessation de paiement. La mort de Job, c'est vraiment ce capitalisme financier qui en est vraiment la cause ? Globalement, oui. Bon, quelques précisions dans cette période, il y a dans la période des années 80-90, cette période de restructuration, de concentration d'entreprises, de concurrence internationale. Donc il y a quand même un contexte économique qu'on pourrait qualifier de compliqué. Mais il est clair que la famille Bolloré, on peut dire qu'elle va casser, elle va démanteler cette entreprise. Vous avez parlé finalement de la succession du passage d'un capitalisme familial, paternaliste, à un capitalisme financier, je dirais même un capitalisme financier et foncier, parce qu'en fait les Bolloré vont, je dirais, faire énormément d'argent d'abord en vendant du foncier. C'est-à-dire qu'ils vont d'abord revendre plusieurs usines, en dehors de celle des 7 deniers, par exemple celle de la Moulasse à Saint-Giron, mais ils vont surtout vendre tous les hôtels particuliers à Toulouse, le quartier des Chalets qu'on a appelé quartier Job un temps, avec de magnifiques hôtels sur le boulevard de Strasbourg, de très beaux hôtels également à Perpignan, l'hôtel Palme, etc. Et également des grands hôtels à Paris, puisqu'une partie de la direction était à Paris. Voilà, et l'autre partie était dans un certain nombre d'hôtels particuliers dont vous parliez à Toulouse. Voilà. Et oui, donc je disais, c'était le boulevard de Strasbourg, on avait 3 grands hôtels d'ailleurs qui demeurent, et pour lesquels d'ailleurs les Toulousains peuvent voir les initiales. Mais pour en revenir à la démarche financière, le paradoxe, c'est que Bolloré est à l'origine un groupe papetier breton. Donc on aurait pu espérer que ce groupe relance l'entreprise. En fait, il n'en est rien, puisqu'il achète en 86, et en 92 déjà, il va s'allier avec un groupe néerlandais. 95, il veut le vendre à Geco, à la suite de quoi d'ailleurs il y aura une malversation financière, je dirais extrêmement grave, qui sera même dénoncée par le tribunal de commerce, dont d'ailleurs les responsables seront condamnés. Et 96, l'entreprise est vendue à un groupe papetier Scheffelen allemand, un groupe tout à fait sérieux, mais qui va, je dirais, récupérer surtout des brevets, récupérer des clients, récupérer une machine, mais qui n'a aucun intérêt en définitive à garder l'entreprise toulousaine. Voilà, puisque c'était consolider la concurrence. Exactement, et puis pour rentrer un tout petit peu dans le détail, Scheffelen, c'était un groupe qui était spécialisé dans le coucher classique, le coucher moderne, qui est un papier de qualité, mais moins bon que le coucher classique de Job, que les ouvriers de Job appelaient le meilleur papier du monde, ou la Rolls du papier. Et en fait, je dirais, le groupe Scheffelen n'est absolument pas intéressé à garder les emplois et garder l'usine de Toulouse. Lui, ce qu'il veut récupérer, c'est les dimensions, brevets, les machines, etc. Il n'a que faire. D'ailleurs, toujours en un peu plus dans le détail, la première offre que va faire Scheffelen, c'est racheter les brevets, les clients, etc., mais sans
sans faire d'offre de maintien de l'entreprise. Et ce n'est que plus tard qu'il va finalement proposer une offre qui va être acceptée de racheter l'usine, mais il va la racheter et il la faire fonctionner finalement que pendant 4 ans ou 5 ans. Et c'est vrai que c'est dans toute cette période que les luttes des ouvriers de Job vont se monter, vont se structurer. On se souvient tous, dans les années 95, 96, 97 et suivantes, de ces grosses manifestations toulousaines où les manifestants étaient arrosés de petits morceaux de papier déversés par les ouvriers de Job qui, quelle que soit la lutte, quel que soit le sujet de la manifestation, étaient toujours là pour rappeler que eux, ils continuaient à se battre pour la survie de l'entreprise qui finalement mourra en 2001. C'est tout à fait ça. Donc il y a eu deux époques de lutte particulièrement importante, donc la période 1995-1996, ce qui fait dire maintenant 25 ans, et la période de 2000-2001. Il faut comprendre que cette entreprise a eu son effectif divisé par 3 en 3 vagues. Donc on peut dire que c'est une entreprise dans laquelle les ouvriers ont quand même beaucoup souffert, puisque en 3 temps, l'entreprise a été fermée. Et dans ces usines, finalement, vous aviez quelques centaines de travailleurs, notamment des ouvriers, souvent d'ailleurs des ouvriers hommes, mais pas seulement, qui étaient pour l'essentiel syndiqués à la CGT. Donc, pour rappeler à ce propos que l'industrie du papier est une industrie quand même très syndiquée, avec une CGT extrêmement présente, et une tradition de lutte très forte. Et c'est vrai que ces ouvriers vont, je dirais, à la fois, organiser des manifestations extrêmement fréquentes. À une époque, il y a des manifestations tous les 2 jours, des manifestations qui sont très suivies, mais en même temps, ce qui est intéressant, c'est constater que d'un côté, ils jouent la violence, c'est-à-dire éventuellement blocage de péage, une menace même sur le Tour de France à une époque, déversement de bobines au ministère des Finances à Paris, mais c'est aussi un syndicat qui informe, qui organise des journées portes ouvertes. C'est un syndicat qui, je dirais, prend contact avec les médias, recherche aussi les contacts éventuellement avec les cabinets d'avocats, et il y a toute une réflexion aussi pour proposer des solutions. Et pour prendre un exemple qui nous a quand même beaucoup frappé dans le cadre de notre groupe qui faisions cet ouvrage et cette expo, c'est de penser qu'en 2001, au moment où tout est perdu, où finalement on ne croit plus à rien, les ouvriers savent finalement qu'ils vont disparaître, et bien jusqu'au dernier moment, les ouvriers, les cadres de l'entreprise vont déposer des brevets encore en 2000. Et en 2001, le syndicat CGT de l'usine crée un site internet pour, je dirais, essayer de convaincre des repreneurs de reprendre l'usine. Donc c'est vraiment assez admirable comme lutte. C'est pas simplement des coups de force. C'est vraiment et tout ça s'explique à la fois par une tradition ouvrière très forte et puis un amour des ouvriers pour leur papier. C'est quelque chose d'extraordinaire quand on a pu entendre les témoignages de ces ouvriers et de ces ouvrières. Donc on est là en 2001. L'entreprise est déclarée en cessation de paiement. Elle ferme. Elle va passer un long moment à se dégrader. On rappellera que dans les années 2002, 2003, 2004, l'usine Job, qui a été un temps squattée par un squat d'habitation qui s'appelait la Dacha, qui organisait aussi des concerts assez réguliers. Il va y avoir aussi sur ce site-là, hormis ce squat organisé, il va y avoir aussi les graffeurs qui vont arriver sur ce site, et ça deviendra un des lieux d'expression favoris de toute la vague de graffeurs toulousains, le cercle fermé, des gens comme Mademoiselle Kat, Miss Van, y aller régulièrement. Enfin, pour qui se souvient, Job, il y a 20 ans, se souvient que c'était un lieu d'exposition permanent où toutes les semaines, il y avait des nouvelles œuvres qui avaient été graffées sur les murs. Et puis, une des dernières luttes des Job, puisqu'on va les appeler comme ça, ces ouvriers réunis dans une association après Job, ça va être d'essayer de faire en sorte que le bâtiment soit conservé pour qu'il soit dédié à une activité culturelle, puisqu'il faut quand même rappeler que ça, dans ces années 2002-2003, le projet pour Job, c'était que l'usine soit rasée et soit construite à la place des immeubles de moyen et de haut standing, ce qui va être la dernière lutte des Job, et celle-là, pour le coup, elle sera gagnée.
Tout à fait. Vous avez remarquablement résumé tout ça. Alors, je ne reparlerai pas des tags, parce que je crois que vous avez beaucoup connu vous-même cette question. Vous avez pris des tas de photos de mémoire des tags qui ont été faits à cette époque. Effectivement, pour revenir à ce que vous disiez, une partie des ouvriers de Job, entre autres d'ailleurs certains qui habitent le quartier, vont se battre à nouveau, alors que leur usine a fermé, pour défendre donc le principal bâtiment, amiral. Celui sur lequel on voit encore ces 3 lettres de Job rouges sur fond blanc. Voilà, exactement. Donc, alors c'est un bâtiment. Alors, il faut dire qu'à l'époque, c'est un bâtiment qui a été fabriqué vers 1930, typique donc d'un certain type donc d'art. Voilà, et c'est l'art déco industriel. L'art déco industriel, qui a été, disons, c'est un bâtiment d'ailleurs qui a été conçu par Turiès, qui est un architecte assez connu à Toulouse. Alors il faut dire que tout le monde n'était pas convaincu dans le quartier de la beauté de ce bâtiment en béton. Et en fait, beaucoup d'entre nous, même peut-être moi pour tout vous dire, avons découvert la beauté finalement a posteriori. Et maintenant, on ne peut pas imaginer le quartier sans ce bâtiment. Et donc, effectivement, ces ouvriers vont se battre aux côtés des citoyens du quartier pour exiger le maintien de ce bâtiment et sa restructuration vers une autre fonction qui est celle d'un espace culturel. Et donc il y a eu une magnifique jonction. Et ce qui est assez extraordinaire, c'est que les méthodes, je dirais, de combat ou de lutte pour obtenir ce résultat sont quand même très fortement marquées par l'empreinte des ouvriers de Job. Et c'est pour ça d'ailleurs que quand on nous a demandé de faire une exposition, voire un livre sur ces 2 anniversaires, donc de 10 ans et des 20 ans, il nous paraissait inconcevable de faire ça sans raconter l'histoire antérieure de l'usine qui explique pour une très grande part, je dirais, la façon dont ce bâtiment aujourd'hui existe. Et c'est vrai que cette usine aura connu plein de luttes. Des luttes pour des droits sociaux dans les années 50 et 60, des luttes pour sa survie à partir des années du milieu des années 80, des luttes pour sa non-démolition à partir des années 2000. Un de ceux qui va presque sauver le bâtiment, c'est quand même Jacques Lang, alors ministre de la Culture dans le gouvernement Jospin, juste avant que les élections de 2002 amènent Jacques Chirac à la présidence. Il fait en sorte que ce bâtiment soit classé aux monuments historiques, et là c'est fait. On ne peut plus y toucher. N'empêche que pour les Jobs et les habitants du quartier, la lutte n'est pas terminée, parce qu'il a fallu à partir de là se battre avec la mairie de Toulouse pour savoir à quoi allait servir ce bâtiment. Et c'est vrai que les choses n'étaient pas calées des 2 côtés. Absolument. Alors même petite autre précision, c'est qu'il a fallu se battre pour que la mairie rachète le bâtiment. Le bâtiment est racheté, je crois de mémoire, c'est en 2003, je crois 2005, je ne sais plus. Non, c'est 2005 effectivement le rachat du bâtiment par la mairie. Donc il y a eu un engagement très fort des citoyens du quartier et d'une partie des ouvriers pour obtenir donc effectivement ce rachat, ce sauvetage du bâtiment. Et puis après, il a fallu aussi, je dirais, que les citoyens se bataille aussi pour obtenir, je dirais, la création d'espaces culturels. En fait, c'est un espace à trois dimensions, si je puis dire, puisqu'il y a à la fois une dimension culturelle, notamment aujourd'hui la musicale, qui est très connue sur Toulouse, l'école de musique, un espace associatif et un espace sportif avec la piscine. Voilà, et on rajoutera dans le culturel une salle de concert quand même, ce qui n'est pas rien. Absolument. Mais je voudrais juste dire une chose qui me paraît intéressante aussi, c'est que, et là c'est pour aussi témoigner de la très forte engagement, de la créativité des habitants du quartier. Il faut savoir que le projet d'occupation du bâtiment Job a été quasiment proposé noir sur blanc par notamment Anne Perret, qui est une personne de notre quartier très active, architecte, etc., qui a proposé donc un projet avec évidemment le concours des associations à 3 dimensions, et c'était un projet qui préfigurait ce que la mairie a fait finalement. Voilà. Et c'est vrai que finalement, ce projet-là a été conçu également avec les habitants
qui en assure toujours la gestion à travers une gestion, j'allais dire, bipartite. La mairie de Toulouse, représentée par la MJC, qui s'est installée dans une partie des locaux de ces nouveaux bâtiments, et puis les associations de quartier montées en collectif qui gèrent avec la mairie les destinées de ce bâtiment. Tout à fait. Donc c'est un exemple, disons, assez original, on peut dire, de co-gouvernance, finalement, qui, je dirais, associe d'un côté la mairie, d'autre part les associations de quartier. Il y en a beaucoup dans notre quartier. C'est un modèle qui est très original, qui a fonctionné, qui n'a pas fonctionné de façon parfaite, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu une totale convergence. Il n'y a peut-être pas eu toujours un véritable travail ensemble entre la mairie et les associations, mais toujours est-il que ça aboutit à disons, une production culturelle qui est quand même, on peut dire, assez remarquable. Et bien sûr, les choses évoluent en permanence. Donc en 2019, le collectif Job a fait évoluer un petit peu sa façon de s'organiser. On est passé d'un système d'une présidence à un système de collégial. D'autre part, la convention qui liait la mairie d'une part et les associations et le collectif d'autre part est en rediscussion aujourd'hui, en renégociation après 10 ans. Voilà. Et ça ne va pas non plus sans certaines difficultés puisqu'il n'y a pas des façons totalement communes de voir les choses. Enfin, on est optimiste. Et puis c'est toujours de la confrontation que naissent des choses intéressantes. Absolument. Donc, en tout cas, en 10 ans, l'espace Job est devenu un lieu quand même assez incontournable de la vie culturelle toulousaine, ne serait-ce que par les concerts qui sont organisés régulièrement, soit à l'initiative de Musical, soit à l'initiative du collectif Job, qui permet à des tas d'artistes de la région de venir s'y produire. Actuellement, s'y déroule une exposition photo retraçant un peu l'histoire de cette usine. On y voit autant des photos des moments graves de l'usine au moment de sa destruction que des moments de vie quotidienne, notamment avec des fantastiques photos tirées du fonds Jean Dieuze, puisque Jean Dieuze, dans les années 50, à la demande de la direction, avait fait un reportage photo dans cette usine, et on y voit autant des ouvriers travailler que les secrétaires taper le courrier, que des machines, 100 personnes, et on voit l'immensité de ces machines qui mettaient en rouleau le papier à ce moment-là. C'est assez impressionnant. Tout ça donc à voir actuellement dans le centre culturel Espace Job, route de Blagnac. On va peut-être en rester là pour ce soir. François Coulon, oui, un dernier mot. Alors, je voudrais juste faire un tout petit peu de communication, dire que prochainement, du 12 au 14 novembre, nous avons les rencontres du papier et du livre à l'Espace Job. Ça a un lien avec notre thème, puisque il y aura le thème cette fois-ci, c'est un récit pour un engagement citoyen, et donc il sera largement question de Job. Et puis rendez-vous également en mars et en juin, où il y a d'autres événements qui sont prévus, toujours dans le cadre de ce double anniversaire. Voilà. Et je vous invite effectivement tout le monde à visiter cette exposition, donc qui a été mise en place par Yutari Galon, qui fait partie de notre groupe, et qui, comme vous l'avez si justement dit, propose des tas de photos, en particulier celle de ce grand Dieuze. De ce grand photographe Dieuze. Exposition que l'on peut voir jusqu'à la mi-novembre. Alors, jusqu'à la mi-novembre, et qui sera peut-être quand même, qui repassera ultérieurement, mais en tout cas, jusqu'au 15 novembre, vous pouvez la voir, donc route de Blagnac. Et donc, si vous voulez en savoir un peu plus sur cette histoire, je vous conseille dans ce livre Job 7 deniers de l'usine à l'espace citoyen, écrit sous la direction donc de notre invité du soir, François Coulon, que l'on peut se procurer comment pour le moment, on peut le retrouver d'abord à l'espace Job, mais prochainement, je pense qu'on trouvera des modalités commerciales plus simples aussi d'accès. Très bien. Pour le moment, si vous visitez l'exposition, vous pouvez facilement acheter l'ouvrage si vous intéresse. Très bien, écoutez, François Coulon, merci en tout cas d'être venu nous raconter cette histoire assez passionnante, et à très bientôt. Merci beaucoup.
radio, ça va marcher, ça? Je crois à ce qui est dans le vent. Et vous n'avez pas du tout l'esprit station. Oui, c'est bien d'être un auteur branché, destroy, mais il y a des limites. Caramel. Voilà, on vient d'écouter un groupe Guilty Pleasure, un groupe qui ce soir sera à la Cave à Rock dans un trip plateau avec Cotton Areols, Dox et donc Guilty Pleasure qui à l'occasion fêteront la sortie de leur premier album. Et vous l'avez compris, l'émission c'est presque terminé et on vous donne quelques conseils pour écouter de la musique ce soir et même un peu demain soir. Ce soir par exemple, dans le cadre de son édition 2021 plutôt décalée pour cause de Covid, le festival Détour de Chant programme au centre culturel Lalande à partir de 21h Steph, chanteuse parisienne, humour et autodérision prévu ce soir sur scène pour cette chanteuse qui sera accompagnée au piano comme souvent par Lucas Lemoff, notre ami Lucas Lemoff. Donc ce soir au centre culturel Lalande, Steph dans le cadre de Détour de Chant, début du concert 21h. Jazz rock ce soir à 21h également au Taquin avec les Toulousains du groupe Minor League. Ce soir toujours à Toulouse au Beers House. Ça c'est un bar qui se trouve entre la Halle aux Grains et le pont Saint-Étienne. Vous pouvez retrouver Fat, c'est un quartet. La réunion pour un set sans doute hyper groovy d'Arthur Guyard au clavier, de Timothée Sussin à la guitare, de Tim Alcorn à la batterie et de Ferdinand Doumerc au saxophone. Ce soir, ça au Beers House à partir de 20h30. Ce soir toujours, chanson occitane au bijou avec Laurent Cavalier à 21h30. Laurent Cavalier que nous avons écouté juste en introduction de notre dernière interview du soir concernant l'espace Job. Laurent Cavalier, ex-chanteur du Bartas, groupe occitan de l'Aude qui depuis quelque temps commence à se produire en solo et donc c'est en solo avec son accordéon que l'on peut le retrouver ce soir au bijou à partir de 21h30. La Broura, ça c'est un sextet composé de 6 musiciennes qui chantent des chansons d'Amérique du Sud. Concert à la Candela à partir de 20h30. Les Liminianas, groupe de la région de Perpignan, hexagonalement connu maintenant depuis leurs 3 derniers albums, jouent ce soir au Bikini. Ce soir aux Connexions, la rappeuse Kazé sera sur scène avec son nouveau groupe Osang Gang. Demain soir, et là on passe donc à demain soir à Maison Blanche, on pourra écouter Foulou, un groupe qui fait une musique entre électro-jazz et afrobeat. Foulou à Maison Blanche à 21h. Maison Blanche c'est sur la place Arnaud Bernard. Demain au Taquin, le grand ensemble Koa, un collectif venant de Montpellier, début du concert à 21h. Et puis n'oubliez pas qu'à partir de 18h demain, on pourra assister à la Cave Poésie aux 24 heures de l'accordéon qui se termineront donc 24 heures plus tard, dimanche à 18h, plein d'accordéon, plein de surprises également. Et par exemple, j'ai cru comprendre que vers 2h, 3h du matin, dimanche matin, on pourra écouter Puccinella qui pour l'occasion sera renforcé par un autre accordéoniste, Corentin Restif. Donc Puccinella à la Cave Poésie vers 2-3 heures du matin dimanche dans le cadre de ces 24 heures de l'accordéon de la Cave Poésie. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve nous la semaine prochaine, même adresse, avec le guitariste flamenquiste Maël Goldwasser à l'occasion de la sortie de son premier album. D'ici là, Jérôme aura mis en ligne cette dernière émission. Si vous voulez la trouver, vous tapez Caramel Mou Campus FM sur Facebook ou sur YouTube. Simplement vous dire que dans 2 secondes, vous allez trouver le Little by Little Show. Je vois que John est arrivé complètement surexcité de l'autre côté de l'aquarium. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine. Bye. Caramel.